Et moi, personnellement, enfin, les gens qui me connaissent savent que c'est tout à fait mon opinion. Moi, si j'avais été élu, c'est ce que j'aurais fait. Je l'avais dit d'ailleurs sur des grands sujets comme l'immigration, l'endettement public et l'énergie et l'environnement. Et je trouve qu'il serait normal que le chef de l'État c'est pas quelqu'un, c'est pas un démiurge, c'est pas quelqu'un qui a tous les pouvoirs, c'est quelqu'un qui dit, sur ces sujets qui sont des sujets compliqués. Parce que les 3 sujets que j'ai dit, ce sont des sujets où on peut pas avoir des propos. On peut toujours avoir des propos de café du commerce, mais quand vous creusez le sujet de l'immigration, de l'énergie, de l'environnement, etc., ce sont des sujets compliqués. Je pense, en toute honnêteté, qu'on ne peut pas avoir un référendum sur toutes les lois. Il est quasiment impossible, en fait, de demander à la population de s'exprimer sur des sujets qui sont diffus, complexes. Nous pouvons, parce que nous le jugeons important, déclencher des initiatives sur tous les sujets. Il s'agit de savoir si nous sommes souverains en toute matière, ou bien si des domaines nous sont interdits, comme par exemple en Italie, ils ont un référendum d'initiative populaire, là aussi, je crois que c'est 1% de la population. Et par contre, ils ne peuvent pas déclencher d'initiatives en matière fiscale. Mais pourtant, nous, on a plein d'idées, d'initiatives qu'on voudrait bien pouvoir pousser en matière fiscale. Ils ne peuvent pas non plus lancer d'initiatives en matière de traités. Mais nous, on a plein d'idées sur des traités que nous voudrions reconsidérer et dénoncer par référendum d'initiative citoyenne. Et en fait, donc les médias aujourd'hui, les médias des riches, là, ce que j'appelle la Pravda des milliardaires, ces gens qui prétendent disent la vérité et puis qui font que mentir à longueur de journée, ces gens-là agitent, quand on parle de référendum d'initiative populaire, des chiffons rouges qui sont un marronnier, c'est-à-dire que c'est tout le temps la même chose. Ils nous disent si on donne au peuple la possibilité de déclencher des initiatives populaires, ils vont rétablir la peine de mort, ils vont interdire l'avortement, ils vont chasser les étrangers, ils vont spolier les riches, enfin que sais-je encore. Et ces gens-là, ces voleurs de pouvoir, ces voleurs de parole, juchés de je ne sais quelle hauteur, sur je ne sais quel promontoire, disent le peuple peut être souverain peut-être, oui, on va voir le RIC, mais pas à n'importe quelle condition. Et ces gens-là, du haut de je ne sais quelle autorité, se permettent de dire le peuple ne sera pas souverain là et là et là. Mais Pourquoi ? Je ne vois pas, en termes de philosophie politique, donc au plus haut niveau de la réflexion qu'on puisse avoir, je ne vois pas de quelle hauteur un citoyen pourrait dire le peuple dont je fais partie, mon peuple, ne pourra pas être souverain là et là. Si on est démocrate, il faut se préparer à l'idée que de temps en temps, le peuple va prendre, y compris sur des sujets que je considère comme importants, des décisions qui ne sont pas celles que j'aurais prises moi, et qui vont me fâcher parce que je trouve que c'est grave. Et oui, mais comment on fait autrement ? Si vous n'êtes pour la démocratie qu'à condition que le peuple ne prenne que des décisions qui aillent dans votre sens pour tout ce que vous considérez comme important, vous n'êtes pas démocrate, vous êtes un tyran, quoi. Hein. Donc, pour moi, en démocratie, le peuple n'a pas tort ou raison. En démocratie, le peuple décide, un point, c'est tout, quoi. Hein. Comme si les élus ne se trompaient pas. Bien sûr, les élus se trompent aussi. Enfin bon, oui, quand on prend des décisions publiques, on prend le risque de se tromper. Et le peuple aimerait bien, pour une fois, commencer à se tromper lui-même. J'avais prévu que le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité de la demande. Bon. Mais ça aurait permis déjà de dépolitiser, si tant est que c'était possible, le Conseil constitutionnel. J'ai un problème avec ça. Je pense que si la Constitution est le sommet de l'état de droit, qui est pyramide de Kelsen. Une pyramide juridique, je suis d'accord avec ça. Il me semble que la Constitution n'est pas un objet juridique du tout. C'est un objet qui est si haut que c'est un objet politique. Il me semble que les citoyens devraient écrire eux-mêmes la Constitution, devraient ensuite la contrôler, et que c'est la constituante qui devrait être composée de simples citoyens. Il peut y avoir des juristes dedans, mais il ne faut pas que ce soit du tout que des juristes. Il faut qu'il y ait des simples citoyens dans la constituante, et que cette constituante devrait rester mobilisée, c'est elle qui devrait être Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que ce devrait être les citoyens qui vérifient eux-mêmes la bonne application de leur constitution. C'est pas du tout un problème de juristes. Le problème des juristes, c'est qu'ils sont extrêmement conservateurs. Je trouve que ramener le contrôle de la constitutionnalité à un problème de droit nous prive d'un outil politique absolument décisif. Je voudrais quand même parler aussi de la Constitution actuelle, qui est piétinée. Parce que, contrairement à ce que peut-être un certain nombre de gens pensent,
il y a quand même des protections qui existent aujourd'hui dans notre Constitution. Et la Constitution, elle n'est pas appliquée. Le problème de ce texte, c'est que précisément, nous ne sommes pas représentés. Les banques sont représentées, les riches sont représentés, mais à partir du moment où le texte supérieur met en place une procédure qui est l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, ceux qui ont les moyens d'aider gagnent à tous les coups. Et du même coup, c'est ceux qui ont les moyens d'aider qui ont des représentants. Donc les banques sont représentées par Hollande, Sarkozy, Macron. Et nous sommes représentés par personne. Le problème, c'est que nous sommes dans une prison politique que nous n'arrivons pas à identifier comme telle. Ce texte, tout le monde s'en fiche. Enfin, ça commence à changer, justement, précisément, avec les Gilets jaunes et ceux qui les suivent. Mais il est temps, quoi. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas identifié ce qui nous emprisonne, le texte dans lequel nous n'avons aucune puissance politique pour résister aux trahisons de ces prétendus représentants, on n'arrivera pas à s'émanciper. Donc il faut prendre le problème à la racine. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous paraît complexe? Déjà, je vais répondre à tout ce qui a été dit. Sur la nouvelle version de l'article 3, moi je suis à peu près d'accord. C'est simple. Oui. Nous on appelait ça référendum d'initiative populaire parce que historiquement c'était, l'un c'est à peu près équivalent à l'autre. Pour moi c'est synonyme. Et oui, pour vous c'est synonyme. Donc moi le fait d'ajouter effectivement dans cet article 3, c'est l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou par l'exercice du référendum. D'initiative citoyenne en toute matière, y compris référendum, y compris constitutionnel. Voilà. Alors c'est là le seul truc. Moi, c'était la validation par peut-être. Moi, ce que je crains, ça n'est pas. J'ai pas répondu tout à l'heure. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les grands sujets, peine de mort. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que s'il y avait un référendum sur la peine de mort, je suis pas sûr que du contraire même, parce qu'en Suisse ils en ont eu un récemment et ils ont voté contre. Voilà, donc je suis assez d'accord, même tout à fait d'accord avec vous. On ne fait pas assez confiance à la sagesse du peuple. Et si on est démocrate, c'est la différence entre les démocrates et les autres. Moi, ce que je dis simplement, c'est que c'est mon point de vue. Je pense que l'on ne peut pas, sauf à décrédibiliser la formule, moi ça me paraît trop ambitieux l'idée de référendums nationaux tous les 3 mois. Ça me paraît beaucoup trop ambitieux. C'est ce qui se passe en Suisse. Oui, mais la Suisse... et quand vous leur demandez, ils sont très contents. Et par exemple, sur votre histoire d'initiative individuelle, il y a quelque chose de séduisant dedans. Mais je vois aussi l'inconvénient, si vous voulez, d'avoir des espèces de monstres administratifs. Si dans chaque département on commence à avoir des chambres, des référendums, des trucs et des machins, est-ce que les gens vont être payés, pas payés? Est-ce qu'on va leur faire... Oui, payés, bien sûr, oui. Payés. Oui, bien sûr, les gens de la Chambre du référendum vont être payés. Mais on n'a pas de problème d'argent. Si on a repris le contrôle de la création monétaire, on ne manque pas d'argent. D'accord, ça c'est encore autre chose, on en parlera une autre fois. Mais moi je crois qu'il y a déjà énormément de comment dirais-je, de structures administratives. J'aurais tendance à être peut-être plus mesuré, plus prudent. Article 50 du traité de l'Union européenne. Oui, pour sortir de l'Union européenne en passant par la procédure légale, la procédure prévue. Ceci dit, les difficultés que rencontre la Grande-Bretagne à sortir de l'Union européenne me font craindre le pire et me font penser que on ferait mieux. Et alors, je ne sais pas pourquoi c'est pas la voie que vous préférez. On ferait mieux de dénoncer le traité comme tous les traités du monde ont été dénoncés, enfin, sauf ceux qui sont encore en vigueur, mais je veux dire, c'est une banalité que de dénoncer les traités. C'est pas une catastrophe épouvantable. Il y a des tas de traités qui sont dénoncés, et il me semble que si nous étions capables, comme c'est en train de se préparer avec les Gilets jaunes, si nous étions capables de repenser notre souveraineté à sa racine, c'est-à-dire si nous sommes capables d'imposer un processus constituant populaire sans rien demander aux élus. On n'a pas besoin des élus pour établir une nouvelle constitution. Les élus ne sont pas légitimes dans un processus constituant. Ils sont jugés partis. Les élus sortent d'un processus constituant, mais ne font pas partie du processus constituant. Un processus constituant, il me semble, ça devrait être un contrat social passé entre des représentés, des gens qui ont besoin d'être représentés et qui réfléchissent au terme de la représentation pour faire émerger des représentants, mais qui en sont le résultat. Les représentants ne devraient pas faire partie du processus constituant. Et il me semble que si la population française imitait en cela, j'espère, par d'autres pays, parce que si un seul pays devient une démocratie, il risque fort de prendre les armées de l'Empire sur les reins, qui vont le réduire à rien. Mais il me semble que si des pays se mettent en tête de devenir constituants, ils vont s'émanciper d'un même geste des deux prisons, de la prison européenne et de la prison nationale. Parce que pour moi,
je ne parle pas de l'UPR, je parle de la Constitution française que je considère comme une prison. Et c'est légitime, hein, c'est peut-être vous qui avez raison. Il y a comme une biodiversité des luttes qui est nécessaire, je crois. Il y en a qui essayent de s'émanciper par l'élection et d'autres sans l'élection. Moi, j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à s'émanciper avec l'élection. Et il me semble que si on devient constituant et qu'on arrive à instituer un vrai RIC, un RIC digne de ce nom, eh bien, on sortira de l'Union européenne par RIC. Qu'est-ce qui vous... Et je devine quelques-unes de vos objections, mais quelles sont vos objections à l'idée de dénoncer purement et simplement et assez rapidement pour se mettre à l'abri par un contrôle d'échange drastique tout de suite parce que là, la Grande-Bretagne est complètement exposée, elle passe sous les fourches codines de ses soi-disant partenaires européens. Qu'est-ce qui vous retient dans l'idée de dénoncer simplement les traités? Bon, vous nous aviez promis la démocratie, on l'a pas eu, maintenant on veut s'en aller, quoi. Alors, donc nous disons il y a absolument urgence et il faut donc sortir de l'UE. Mais précisément, ma question est pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus vite en dénonçant plutôt qu'en passant par l'article 50 ? J'y viens parce que dans mon esprit, mais je crois que c'est pas uniquement dans mon esprit, c'est pour des juristes, ça n'est pas en option. On peut dénoncer un traité s'il n'y a pas de clause de sortie. Lorsque j'ai créé l'UPR, et quand il y a une clause de sortie, on peut pas. Lorsque j'ai créé l'UPR en 2007. Il n'y avait pas de clause. Le traité de Lisbonne n'existait pas. L'article 50 avait été dans la Constitution, elle avait été rejetée. Donc il n'y avait pas. D'ailleurs, Jacques Attali a avoué qu'il l'avait fait exprès. Quand vous n'avez pas une clause de sortie dans un traité, à ce moment-là, vous êtes obligé de vous référer aux dispositions générales du droit international public qui a été codifié par la Charte de l'ONU et par le Pacte des droits civils et politiques des peuples du monde du 16 décembre 1966, approuvé à l'unanimité et par acclamation à l'Assemblée générale. Et là, vous dites, un peuple... comment dirais-je, c'est le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc là, on est fondé à sortir. Mais... Donc c'est paradoxal, c'est en prévoyant l'article 50 qui nous a empêchés de le dénoncer. Mais ça, c'est si on est vraiment légaliste au maximum, parce qu'on ne peut pas être... si on est souverain, on peut dénoncer quand même, même si le droit international... Attendez, le problème de la Grande-Bretagne... Moi, ce que je dis, c'est que quand on sera sorti de l'Union européenne, c'est pas un scoop ce que je vais dire, on restera frontalier de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie. Bien sûr. Donc on a quand même intérêt à être en bonne harmonie avec eux. Nous, on veut lancer l'article... Mais je vais vous dire, nous, on lance l'article 50... Quel inconvénient y aurait-il à dénoncer? Quel inconvénient? Qu'est-ce que ça nous coûterait? Ça irait beaucoup plus vite. Non, parce que c'est un peu comme un divorce. Ouais, vous pouvez divorcer. Donc, s'il y a un divorce, vous pouvez quitter le domicile conjugal, mais vous êtes obligé de toute façon de négocier. Un divorce, il y a les biens communs qui ont été achetés par le couple, il y a les enfants, éventuellement la garde des enfants, etc. Il y a le juge des affaires matrimoniales qui est là pour répartir les choses. Même on peut se séparer tout de suite, quand même. Oui, mais en même temps, là, vous me dites... Oui, moi, j'avais senti ça aussi comme une nouveauté, une porte de sortie. Mais oui et non, parce que vous êtes en train de me dire que c'est précisément à cause de cet article 50 qu'on n'a plus le droit, que nous aurions sans ça, de dénoncer tout de suite. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne s'applique plus avec mais vous voyez bien cette procédure dilatoire qui permet à nos soi-disant partenaires de nous étriller. Regardez ce qu'ils font à la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez des élections européennes, Étienne ? Je pense qu'on ne s'émancipera pas par l'élection. Donc c'est quelque chose qui nous sépare. Mais bon, on se bagarre chacun de notre côté. Hein. Moi, je pense qu'il faut devenir constituant et que je pense que l'élection est antidémocratique. C'est-à-dire que par l'élection, on se fait déposséder, les peuples se font déposséder de la possibilité de décider. Ce sont des élus qui vont décider à leur place. Alors je sais bien qu'il y a des élus très valeureux, hein, j'en connais, et donc j'en veux pas aux hommes, j'en veux à la procédure qui est une dépossession politique. Quand j'élis, je renonce à voter. Je ne vais plus jamais voter. C'est celui dont je mets le nom dans l'urne qui va tout voter à ma place. Je trouve ça infantilisant, je trouve ça humiliant. Je ne veux pas être représenté, ou en tout cas je voudrais décider moi-même des termes de la représentation. Je voudrais écrire moi-même, ou je voudrais que des congénères qui me ressemblent, donc qui ne soient pas candidats à l'élection, qui ne soient pas des gens qui veulent tout décider à la place des autres. Je voudrais que nous décidions des termes de la représentation de façon à ce que nous n'ayons rien à craindre de nos représentants. Je voudrais que nos représentants soient à notre service et soient pas capables de nous asservir. Et donc je ne pense pas que nous puissions nous émanciper par cette procédure que je trouve infantilisante. S'agissant des élections européennes, c'est quand même un cas particulier. Et je me permettrai de dire, parce que moi, ce que je veux dire aux gens qui s'abstiennent, méditez bien un truc. Hein. Mais j'ai pas dit de s'abstenir. Hein. Je pense pas qu'il faut s'abstenir. C'est que les traités européens s'appliquent aussi aux abstentionnistes. Oui, tout à fait. Non, mais et puis
Mais je pense que, quelle que soit notre décision, que nous décidions de nous abstenir, de voter A ou B ou C, de toute façon, je pense que ça ne changera rien sur l'essentiel de notre domination au niveau international dans cette grande prison qu'est l'Union européenne. Donc, mais par contre, il me semble qu'il y a... il y a des intérêts secondaires, donc pas nuls, à voter pour l'un ou pour l'autre. Notamment, et je le dis depuis toujours, par l'élection, nous avons le moyen d'aider des petits candidats. Je prends ça moi, sans aucun sens péjoratif évidemment, mais les candidats que nous considérons comme valeureux et qui ont peu de chance parce qu'ils passent peu dans les médias, peu de chances de gagner, nous pouvons les aider en leur donnant des voix, on conduit l'État à leur donner de l'argent. Et cet argent va leur permettre de résister. Et si on trouve qu'ils résistent bien, ça n'est pas rien. Donc, ça ne permettra pas... Donc, quand je dis que ce n'est pas par là qu'on s'émancipera, je pèse mes mots. Je pense que ce n'est pas par là qu'on s'émancipera. D'autant que le Parlement européen est un Parlement croupion qui n'a pas de pouvoir, qui est cornaqué par le Conseil des ministres. Mais c'est pas parce que c'est pas comme ça qu'on s'émancipera qu'il faut pas voter. Moi, j'ai jamais dit de s'abstenir. Je pense qu'il faut. Et la dernière fois, j'ai voté Mélenchon. Ce coup-ci, je voterai Asselineau. Ce sont mes deux préférés. Donc, vous nous soutiendrez. Vous une analyse de l'UPR. Oui, absolument. D'accord. Surtout que je regrette, et vraiment je le regrette, je ne comprends pas vraiment pourquoi, le mouvement de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon vient de dire juste après les élections qu'il n'était plus question de sortir de l'Union européenne. Et ça me paraît tellement profondément contradictoire, alors qu'il ne le disait pas avant, il ne le disait pas comme ça. C'est de l'hypocrisie. Et donc, alors de l'hypocrisie, je ne sais pas, c'est peut-être... Et comme vous le disiez vous-même, je comprends, ceux qui se bagarrent pour gagner une élection doivent faire avec la réalité. Or, la réalité, compte tenu du matraquage médiatique, c'est que la plupart des gens, aujourd'hui, notamment les gens qui ne sont pas politisés, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. On leur dit tous les jours que ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, c'est des xénophobes, des racistes, des fascistes. Et donc, les gens ne veulent pas. Et donc, les gens ne vont pas voter pour ça. Et donc, je comprends les gens qui en rabattent un peu, si tu veux. On parlait de vertu quand même en débutant cette rencontre. La vertu d'un homme politique, c'est d'annoncer... non, mais c'est pas vicieux non plus. C'est pas de l'absence de vertu. Ça pourrait être de la part changer de cap, Mélenchon. C'est un changement de cap radical. Pour moi, il faut... c'est une question de vertu pour le coup. Parce que arguer un discours qui paraît séduisant parce qu'on se rend compte qu'il faut faire un virage pour des questions électorales, c'est une forme d'hypocrisie, c'est une forme en tout cas de manque de vertu. Là, je vais me faire l'avocat du diable. J'arrive à imaginer que Mélenchon et son équipe, voyant que la population complètement intoxiquée par les médias n'est pas prête du tout à voter pour quelqu'un qui dira honnêtement il faut sortir de l'Union européenne parce qu'elle croit que c'est dangereux, parce qu'elle est intoxiquée par les médias, des gens qui veulent gagner l'élection, je comprends qu'ils en tiennent compte. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va déjà accéder au pouvoir, et puis on va progressivement éclairer l'opinion pour que cette opinion change. Et ça n'est pas forcément hypocrite. Ça peut être, c'est pragmatique. Ça dépend de quel point de vue on se passe. Si on considère que sur une élection présidentielle à 11 candidats, il y a plusieurs candidats. L'éducation populaire, elle passe pas par un changement de discours, selon moi en tout cas. Un changement de feuille de route, ou de discours. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et ce sera le mot de la fin. Il reste à programmer. Peut-être au moins une, peut-être deux séances comme celle-ci sur la monnaie avec Vincent Brousseau. Ce serait vraiment très intéressant parce qu'à mon avis, il n'y aura pas d'émancipation politique sans émancipation monétaire. Et ce que dit Vincent, ce que j'ai entendu dire Vincent, me paraît questionnable. Ce serait vraiment bien qu'on le fasse. Et puis une question sur l'élection et le tirage au sort, qu'on prenne le temps de creuser. Peut-être pendant une heure, le procès citoyen de l'élection, voir quelles seraient les objections que vous avez au tirage au sort pour voir si j'arrive à les réfuter une à une. Le rendez-vous est pris alors. Ce serait vraiment très intéressant, je crois. Absolument. Bon.